Je me présente, je m'appelle Zohra. J'ai 48 ans et aujourd'hui je regarde mes mains. Elles sont marquées, tachées par 2 décennies de labeur. Pendant 20 ans, j'ai vécu l'exil en Italie, un exil que j'ai choisi, porté par une seule obsession, offrir un avenir à ma famille restée au Maroc et surtout, bâtir la maison de mes rêves. 20 ans de travail acharné, de ménage, d'usine où le bruit de machine couvrait mes pensées. J'ai enterré mes désirs, mes loisirs, ma jeunesse pour que chaque centime que je gagnais puisse être économisé parce que pour moi, plus vite je le faisais et plus vite je rentrais. Mon père, c'était mon pilier et surtout un soutien depuis toutes ces années. Ayant une confiance aveugle en lui, c'est tout naturellement que c'est à lui que j'envoyais mes économies. Mais peu de temps avant mon retour prévu au Maroc, un drame arrive. Ma mère, le cœur de ma vie, décède. Paix à son âme. J'étais dévastée. J'arrivais pas à y croire. Il y a aucun monde où je me serais imaginée sans ma mère aussitôt. J'ai tellement culpabilisé. Je me demandais si le fait de m'être éloignée si longtemps pour un simple aspect financier en avait vraiment valu la peine. Je l'accepte pas. Je l'accepte pas à tel point que je me mets à relire nos conversations, à réécouter les messages audio qu'elle m'envoyait, car pour moi, c'était le seul moyen de continuer de me sentir proche d'elle. Je tombe sur un message de ma mère. Ma fille, je suis si fière de toi. Je suis tellement heureuse que tu as enfin pris la décision de t'offrir l'avenir que tu voulais. Continue comme ça, ma fille. Un jour viendra où tu trouveras le fruit de tes efforts. Ce message, c'était pour moi un vrai soulagement. Tous mes remords se sont envolés. Je retrouve là la force de continuer et de la rendre encore plus fière. J'ai décidé, avec l'aide de mon père, de commencer la construction de la villa. Évidemment, j'avais un terrain que j'avais acheté avec l'aide de ma mère à l'époque, un magnifique 200 mètres carrés dans la ville de Casablanca. La construction de la villa débute, et étant à l'étranger, c'est mon père qui s'occupait de se rendre au chantier tous les jours afin de surveiller la bonne construction ainsi que les ouvriers. J'y allais aussi souvent que je pouvais pour pouvoir aussi constater l'avancée des travaux. Je voyais mon père construire mon rêve, pierre par pierre, via des photos, des vidéos, des factures. Tout avançait comme je le souhaitais. J'en étais tellement fière, et j'attendais désormais qu'une chose, c'était mon retour au Maroc afin d'y terminer ma vie paisiblement avec mes 2 enfants. La construction, elle aura duré 2 ans. 2 ans de haut et de bas, de galère à n'en plus finir pour un oui ou pour un non, mais on l'a fait. Voici enfin le temps de mon retour définitif. J'estimais avoir désormais assez d'économies et une villa construite. Alors ni une ni deux, je décide de quitter mes différents emplois et prépare donc mon déménagement. J'envoie toutes mes affaires pour le déménagement via un transporteur et prends en voiture avec moi une petite partie de ce qui restait. Mon père allait être tellement heureux, mais j'ai préféré lui faire la surprise. Je n'ai rien voulu lui dire. Donc je prends la route, une route interminable, mais remplie de larmes. Des larmes de soulagement, des larmes accumulées depuis 20 ans maintenant. Je prends le bateau et arrive à destination. Une fois au Maroc, je décide d'aller déposer mes affaires à la villa pour vider la voiture et de courir ensuite voir mon père, le seul soutien qui me reste. J'arrive enfin devant la villa. J'étais tellement heureuse. Curieusement, j'entends du bruit dans la maison. Et je me dis que c'est peut-être mon père qui est à l'intérieur. Donc c'est encore mieux, parce qu'au moins je l'aurai déjà avec moi sur place. Je me suis empressée d'aller toquer à la porte. Mais je reste bête quand je vois que c'est une inconnue qui m'ouvre la porte. Je me dis que mon père l'a peut-être mise à louer étant donné qu'elle était inhabitée. Mais pourquoi il me l'aurait pas dit? J'ai trouvé ça bizarre. En discutant avec cette femme, je me rends compte rapidement qu'elle a une vingtaine d'années et qu'en fait elle n'est autre que la nouvelle femme de mon père. J'en crois pas mes oreilles. Depuis quand mon père s'est remarié? Et que fait cette femme chez moi? Donc de là, mon père sort de la maison, il me regarde froidement et me demande de partir. Je m'effondre. Je comprends surtout enfin pourquoi il était devenu distant depuis peu. Moi, je pensais qu'il était juste très occupé ou fatigué de par son âge. Mais non, en fait, je comprends l'impensable. Mon père, mon propre père, avait orchestré une trahison monumentale.
En fait, il avait profité de mon absence pour détourner une procuration que j'avais faite à l'époque et transférer la propriété de ma maison au nom de sa nouvelle épouse. Donc j'appelle la police afin qu'ils les sortent de chez moi, mais en vain. Ça sert à rien. Mon père leur montre les documents de propriété dans lesquels il y avait bien noté le nom de sa nouvelle épouse. Ils peuvent alors rien faire. Moi, la réelle propriétaire de cette maison, j'ai dû passer mes premières nuits dans ma voiture, garée, juste devant le portail de la villa, et je les entendais rire. J'arrivais pas à partir. Partir, c'était comme accepter. Donc je regardais les lumières s'allumer, impuissante, et voyant mon père devenir mon bourreau. Le calvaire, il a duré 3 ans. À chaque audience, mon père ainsi que soi-disant ma belle-mère arrivaient, arrogants, accompagnés d'une armée d'avocats. Ils brandissaient des documents falsifiés avec une précision effrayante. Tout était si bien ficelé. Et moi, pendant tout ce temps, j'ai dû enchaîner les petits boulots précaires pour pouvoir payer au moins les frais de justice. Je commençais à désespérer. Je commençais même à entrer dans une dépression sévère, jusqu'au jour où le destin a enfin basculé et où la justice a enfin décidé d'enquêter sur les notaires. Ils ont découvert l'horreur. C'est pas un simple acte isolé en fait, c'était un réseau criminel organisé de spoliation immobilière. J'ai découvert en fait que j'étais loin d'être la seule et que d'autres femmes et d'autres hommes dans la même ville avaient subi exactement le même scénario. Mais comment est-ce qu'ils ont pu être si mauvais ? Aujourd'hui, mon affaire est devenue un symbole national contre la spoliation immobilière. J'ai enfin fini par récupérer mes droits après une lutte acharnée, mais le traumatisme, lui, reste gravé. En plus d'avoir perdu ma mère, j'ai perdu un père. Mon père ayant écopé de 20 ans de prison et sa nouvelle femme ayant dû rendre la maison, elle n'avait plus aucun intérêt à rester avec lui. C'était désormais un vieillard. Donc évidemment, elle le quitte. Mon père se retrouve seul en prison, avec ni visite, ni aide. Maintenant qu'il est au pied du mur, il m'écrit des lettres et me demande pardon. Moi, je me dis qu'il est vrai qu'on peut récupérer une maison. Mais comment on peut récupérer 20 ans de confiance détruite par un père qui ne m'a visiblement jamais aimée ? Aujourd'hui, malgré tout ça, je sais pas si j'arriverai à pardonner à mon père, mais je me demande quand même si je devrais pas le soutenir dans ses dernières années de vie.